Je pense que l'élection de Donald Trump, elle rappelle le Brexit, elle rappelle les élections qui ont pu avoir lieu en Hongrie, en Pologne, et aussi les résultats des élections européennes dans notre pays il n'y a pas très longtemps. Je pense que les peuples expriment dans leur grande liberté, leur grande souveraineté, une volonté de réenracinement de leur culture, un besoin de sécurité quotidien, économique, social, et une certaine défiance d'un système. La candidature de Jean-Frédéric Poisson s'inscrit, elle, dans cette volonté de redéfinir un cadre d'une vision politique, en écoutant toutes les détresses, en apportant les solutions fortes et courageuses, et en souhaitant les mettre en place une fois ayant pris le pouvoir, sans dévier ni renier. C'est peut-être d'ailleurs ce que certains électeurs peuvent reprocher au gouvernement de la droite et du centre depuis ces 20 dernières années. Monsieur Poisson ne cache pas son intérêt parfois pour le Front National. Oui, et comme il le dit très régulièrement, Jean-Frédéric Poisson ne s'interdit pas de parler aux gens. On parle beaucoup de vivre ensemble, et c'est une nécessité, c'est une volonté, une nécessité impérieuse pour notre pays dans les temps qu'elle connaît. Mais à ce titre-là, Jean-Frédéric Poisson ne s'interdit pas de parler aux uns et aux autres, au centre, à la droite, à la gauche, aux extrêmes, droite et gauche. Vous parlez du Front National, mais vous savez que Jean-Frédéric Poisson a été invité aussi à la fête de l'humanité pour débattre avec la CGT. Donc, il ne s'interdit pas de dialoguer. Dialoguer ne veut pas dire acter et être d'accord avec les propositions des uns et des autres. Vous êtes tous d'accord avec ça, ici, autour de la table? Évidemment. Aller débattre avec Robert Ménard, il y a un marché qui se déroule en ce moment, monsieur, sur la place, qui s'interdit de dire bonjour à quelqu'un qui le salue. Mais pourtant, il y a des positions qui ont été tranchées pendant quelque temps. On ne parle pas au Front National. Mais moi, je ne m'interdis pas de saluer notre collègue Monique Le Montbriand du Front National quand nous avançons pour le conseil municipal. Nous avons des positions qui ne sont pas les mêmes, mais on se salue en toute civilité et en toute amitié. Il y a une différence entre dire bonjour et partager les idées, ce qui n'est pas du tout la même chose, bien évidemment. Et puis il y a une deuxième distinction à faire, cela concerne les électeurs et ça concerne les dirigeants. Et là, c'est pas du tout la même chose, parce que je pense qu'il faut apporter des solutions aux électeurs, alors qu'en ce qui concerne les dirigeants, on se rend bien compte qu'ils font fausse route. Et eux, c'est eux qui décident. Et après, les électeurs qui subissent. Monsieur de Gourdeau. Personne ne s'interdit de discuter avec M. Mélenchon, ni avec aujourd'hui essayer d'établir le dialogue avec les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, qui établissent des endroits de non-droit. Donc je pense qu'on peut discuter avec tout le monde. C'est le principe de la République, c'est qu'on discute avec tout le monde, et ensuite la démocratie décide. Et ça pose la question, monsieur Abchin, excusez-moi. Oui, la démocratie doit être avant tout apaisée, et il faut faire une distinction, comme ça vient d'être dit, entre les représentants des partis politiques qui, évidemment, mettent sur la table, sur la place publique, des idées avec lesquelles on n'est pas forcément, évidemment, d'accord, et puis les électeurs, qui, eux, sont des personnes parfaitement respectables, et qu'il vaut mieux essayer de convaincre, plutôt que de vilipender, et pour convaincre, il faut dialoguer. Mais parfois le discours n'est pas toujours le bon, les gens ont un petit peu marre de la politique. Monsieur Harouet. Non, je pense que le débat d'idées est essentiel, c'est aussi la grande force des primaires, voilà, ça nous permet de nous mettre autour d'une table et d'échanger. Et je pense qu'à un moment donné, on est tous dans un parti, mais on doit être capable de parler à n'importe qui, à toutes les personnes. Et nous, on a un exemple sur Nantes, on a créé une association qui s'appelle La Politique. Et on crée des débats, et dans ce débat-là, on a des personnes de tous les partis républicains, Front National, la gauche, tout le monde est présent. Et on s'interdit aucun sujet. Et aujourd'hui, les gens, je pense qu'ils en ont marre de ces étiquettes. On a tous une étiquette, effectivement, mais on n'est pas que ça. Avant d'être une étiquette, on est des personnes, et on doit être capable d'échanger avec n'importe qui. Monsieur Pirot, comment expliquez-vous que les gens ne soient plus à l'écoute, n'écoutent plus le politique forcément, et un rejet comme ça? D'abord, c'est vous qui le dites, que les gens n'écoutent plus la politique. Je crois qu'ils n'écoutent plus un certain discours politique, ce qui n'est pas la même chose que la politique. Ils s'y intéressent, et on le voit bien. Il suffit de se promener, de rencontrer les gens, encore une fois, dès ce matin, là, vous pouvez le faire sur la place Saint-Pierre. Je crois qu'il y a une certaine manière de présenter la politique
qui ne favorise pas non plus l'intérêt des gens. J'irai même plus loin, je pense qu'il y a une certaine manière, depuis un certain nombre d'années, et notamment avec tout ce qui passe en boucle là, sur les réseaux sociaux, où on présente les choses en noir et blanc, comme si les choses étaient si simples, où on demande à des gens de répondre en 1 minute à des questions extraordinairement complexes sur le plan international, où en gros, finalement, on demande dans certains médias aux politiques d'être dans la caricature. Eh bien, la caricature, ça lasse les gens. Et ce qui se passe actuellement, et on le découvre encore, M. Trump, à peine élu, est déjà en train de dire qu'il ne fera pas, si vous voulez, ce qu'il a dit. Et je le souhaite d'ailleurs, et je le souhaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez, qu'on a une crise de la présentation politique. Donc c'est pas le politique qui est responsable, ce sont les médias en fait. Mais ne jetons pas l'enfant avec l'eau du bain. Les Français continuent de s'intéresser au sort de leur pays. Donc ce sont les médias responsables et pas le politique, c'est pas lui qui se comporte mal. Ce sont les médias qui sont responsables et pas le politique. Non, monsieur, je viens de dire qu'il y a une crise de la présentation et peut-être de la représentation politique. Je ne dis pas que les politiques, encore une fois, sont toujours au top et ont toujours les meilleures réponses. D'ailleurs, nous ne sommes pas forcément d'accord sur les réponses, si vous voulez. Mais je dis simplement qu'il est devenu très difficile de faire de la politique quand on n'a plus le temps de l'explication. Et j'insiste beaucoup sur ce point. La méthode, elle est essentielle. Aujourd'hui, on a l'impression que la forme prend le pas sur le fond. Et ça, c'est un élément essentiel. Mais peut-être qu'il faudrait juste se rappeler la signification du mot démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? En grec? Qu'est-ce que c'est? Pardon? En grec, allez-y. Ah, vous voulez que je vous dise? Oui, c'est 2 mots. Démos, oui, tout à fait. Christos. Démos, le peuple, Christos, le gouvernement. C'est ça la démocratie. Il n'y a pas un décalage aujourd'hui. Par le peuple et pour le peuple. Donc avec une liberté. Et aujourd'hui, on est malheureusement dans un contexte politique. Et effectivement, et là je vais rejoindre Michel Piron, les gens ne sont pas lassés du sort de la France, bien au contraire. Par contre, c'est vrai qu'il y a une forme de discours avec une pensée seule, unique, que l'on pense être la seule vérité, qui ça, les Français n'en veulent plus. Jean-Charles de Bordeaux. Oui, mais il y a aussi trop longtemps que, aux échéances, au moment des campagnes électorales, on dit, on promet aux citoyens et on ne fait pas. Donc en ne faisant pas, effectivement, ça laisse le pas aux médias de choisir un peu, d'orienter un peu le débat. Les médias ne sont pas responsables à la base. Les médias, ils ne font que souhaiter, accompagner, mais c'est aux politiques de dire et de faire. Et de le dire très clairement et de le faire ensuite. En sachant que promettre et ne pas faire, ça n'empêche pas de faire des élections. Donc autant quitte à le faire, autant faire les réformes. Mais c'est évident. Mais en plus, il y a ce vrai désamour. C'est justement le point que j'abordais tout à l'heure. Il y a une forme de défiance du système, ou d'un système, on parlait, est-ce que c'est la faute des médias, etc. D'un système dans sa globalité, et ce que vous dites, M. Tourdet, moi je le rejoins complètement, c'est qu'il y a des programmes, quels qu'ils soient, et ce qu'on demande, ce que des électeurs, notamment de la primaire, de la droite et du centre demandent, c'est que quand un candidat ou une candidate établit un programme, il est élu sur ce programme. On voit bien ce qu'a fait M. Hollande sur son programme, il l'a respecté tout ou plus, mais voilà, il a fait des choses, et ce que demandent les citoyens, c'est en effet appliquer un programme, on vous élit sur un programme, appliquez-le. Il n'a pas fait du tout ce qu'il avait dit, hein. Il a fait tout le contraire. Il a fait une partie de ce qu'il a dit. Il a fait une partie de ce qu'il a Oui, dit. on peut dire ça aussi. Non, après, je pense que c'est aussi une question de méthode. La seule chose, c'est que, à mon avis, la question à se poser, c'est de savoir pourquoi, lorsque l'on a essayé de faire des réformes, pourquoi il y a systématiquement des blocages. Pourquoi les élus, les politiques ne sont pas capables d'expliquer aux Français que c'est dans leur intérêt de faire des réformes et que, in fine, ce sera pour le bien du pays. Le drame est là, et c'est que dès qu'on veut faire des réformes, forcément, il y a toujours des blocages, il y a des postures, il y a des oppositions de principe. On a des syndicats qui font plus de la politique qu'autre chose, malheureusement. Qu'ils soient patronaux ou salariaux, hein, ça c'est pas le sujet. On a un problème avec le paritarisme aussi, ils décident tout sans rien connaître. Donc c'est au niveau aussi de la méthode, c'est-à-dire qu'on a un vrai besoin de renouveau parce qu'on a aussi des choses qui sont complètement à bout et des systèmes qui ont 50 ou 60 ans et qui sont plus du tout en phase avec le système d'aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi un point sur la question qui a appelé que les gens étaient un peu sur le repli, enfin que la population était en repli sur elle-même, la peur de l'étranger, la peur de l'ouverture au monde. Est-ce que c'est quelque chose, quand on parle aujourd'hui du petit blanc aux États-Unis, quelque chose que vous pensez retrouver en France, Jean-Charles? Je ne suis pas sûr que le problème se pose comme ça, si je peux me permettre. J'ai même un des candidats qui n'est pas celui que je soutiens a eu une très bonne réflexion hier soir, je pense, et très juste.
Quand vous regardez la carte électorale des États-Unis, parce que les États-Unis sont beaucoup plus divers que ce qu'on veut bien nous faire voir, d'abord il faut quand même le rappeler, hein, c'est extraordinairement divers, c'est un État-continent. Mais quand on regarde cette carte, qu'est-ce qu'on voit? La grande protestation qui s'est exprimée, si vous voulez, parce que c'est d'abord une protestation, hein, eh bien, elle vient d'abord des perdants de la mondialisation. Je dis bien des perdants de la mondialisation. La mondialisation aujourd'hui a déstructuré quelque part le pouvoir des États de réguler à l'intérieur c'est un peu la peur, c'est ce que j'exprimais. un certain nombre de choses. Et c'est vrai que c'est notamment tout le tissu industriel, on le sait bien, regardez l'industrie automobile, regardez les grandes crises autour des lacs, etc. Des États traditionnellement démocrates, et on dirait, si vous voulez, aujourd'hui peuplés de gens qui ont perdu leur boulot, qui en recherchent un, qui n'ont que des petits boulots, des choses incertaines, etc. Ces gens-là, au fond, ils n'ont pas forcément voté d'ailleurs pour un projet, parce que très franchement, bon, je ne vais pas insister sur ce qu'a dit M. Trump, mais ils ont d'abord voté pour protester, si vous voulez. Ils sont un peu perdus. C'est ça la vraie question. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une question de petits blancs, de latinos, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a des perdants de la C'est un peu la réponse à ma question. Mais c'est pas la couleur des gens ni leur provenance, c'est le fait qu'aujourd'hui on constate par la mondialisation dont parle Michel que les gens qui travaillent aujourd'hui chez nous en France s'appauvrissent. Vous avez aussi des gens qui perçoivent des cotisations sans jamais avoir travaillé. Et à partir de là, ça crée un sentiment d'injustice profond avec ceux qui travaillent, qui ne gagnent pas bien leur vie, et peut-être à côté aussi d'autres qui touchent alors ce fameux RSA qu'on avait mis en place, qui était un RSA activité. Quand un président de région parle de faire du bénévolat à côté, il a eu un mot malheureux, c'est pas du bénévolat dont il fallait qu'il parle. Le RSA, c'était une activité en contrepartie d'eux. Et ça a été dévoyé. Diane Deleuze. C'est pas forcément, moi j'en suis certaine, une question de couleur ou une question, c'est juste que c'est une attente, une demande de la part, et ça doit être une leçon pour nous, ici en France. C'est une volonté de changement, c'est une attente de la part de 90 millions d'Américains qui sont au seuil de la pauvreté, et ils ont l'impression que plus personne ne les écoute. Alors faisons bien attention, ici, nous allons avoir exactement le même questionnement. Donc c'est pas une question de noir, de blanc, de jaune, non, c'est pas ça. La peur du petit blanc, c'est une expression consacrée aujourd'hui qui commence à venir. C'est vraiment ce côté repli des campagnes. Elle est tellement caricaturale, cette expression, la peur du petit blanc, que je pense qu'il faut aller au-delà. Je pense qu'on doit en tirer une leçon, nous, la France, à la veille d'élections, à la fois primaire, mais surtout présidentielle dans 4 mois. Laurent Hamon. Après, oui, ce que je pense, c'est que l'avantage, c'est que les États-Unis nous précèdent de 6 mois, et on vient de voir qu'à peine élu, Donald Trump trouve Barack Obama formidable. Il explique que l'Obamacare, finalement, qui est la réforme du système de santé, serait peut-être amendée et ne serait pas abrogée. Finalement, il trouve ça génial. Donc on voit bien que les populistes, comme on les appelle dans les médias, et qu'on pourrait rattacher à l'extrême droite aujourd'hui en France, je ne sais pas, on voit bien que ça ne marche pas, parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Donc voilà, et on a l'exemple déjà avec Donald Trump qui, à peine arrivé, trouve tout le monde formidable et n'a rien envie de changer. Voilà, ça nous permet de voir ce que ça fait pour la suite. Vous voulez rajouter quelque chose? On va juger sur les âges. Voilà. Et ça, excusez-moi, je vais en avoir. Et ça c'est aussi quelque chose de très important. L'électeur, quel qu'il soit, il finit aussi par juger plus les actes que les paroles. Et il finit par être lassé par un discours, mais il attend vraiment que l'acte se transforme. Enfin, que la parole se transforme. Que les promesses se transforment en actes, ce qui n'est pas le cas. C'est ça que je préfère dire. Je pense qu'il faut pas qualifier les gens ni de petits blancs, ni de petits, ni de blancs d'ailleurs. Revenons aussi à notre pays, et pas seulement à notre pays. C'est vrai pour une grande partie des pays européens. La peur, avant tout, c'est la peur de ne plus pouvoir vivre dignement de son travail. Soit parce qu'on n'a plus de travail, soit parce que les conditions dans lesquelles on exerce ce travail ne vous permettent plus d'en vivre dignement, et on risque d'être broyé par un système qui échappe à tout le monde. Et c'est ça la véritable peur qu'ont les gens, qui ce soit des Américains, que ce soit des Français, que ce soit des Italiens. Il va y avoir un référendum en Italie, on va voir ce que ça va donner. La véritable peur, c'est celle-là, c'est de ne plus pouvoir vivre dignement de son travail et de l'énergie que l'on met à défendre sa famille. Monsieur Arbouet, pour conclure. Et je pense qu'il faut arrêter aussi d'agiter des peurs irrationnelles, parce que le populisme, c'est pas que ce que vous avez dit. Non mais pas là-dessus, mais ce qu'on a dit avant, là, sur la couleur de peau, il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, le populisme, c'est pas que ça. On a l'exemple encore sur Nantes avec la ZAD, avec la casse pendant les manifs, avec même un match du FC Nantes,
où les ultras veulent venir se fâcher, enfin, faire la bagarre avec le président, enfin, c'est incroyable. Et le problème de tout ça, c'est qu'il ne se passe rien. On laisse faire les gens, on laisse faire les gens. Et le populisme, il est aussi là, c'est que les gens, ils se disent, il ne se passe rien, on peut faire ce qu'on veut. Et là, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est que j'ai l'impression qu'on n'applique pas la loi. C'est une question de président de la République. D'autorité. D'autorité. Voilà, on n'a pas Sans parler d'autoritarisme, mais c'est bon d'autorité.